L'ouverture du Parlement au Maroc a de quoi intriguer observateurs non musulmans. Ici, la prière est de rigueur. Elle est à la fois acte de foi, allégeance au trône alaouite, à Dieu et au prophète Mohammed, qui sont les fondements de la monarchie marocaine. Au Parlement, tous les partis politiques sont représentés. Régions et groupes linguistiques ont ici leur place. Le roi assure l'unité de la diversité. Il désigne et démet le Premier ministre et assure l'intégrité territoriale du royaume marocain. Pour le musulman, El-Ba, qui est l'allégeance, est le lien éternel. Mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette Béa a toujours été donnée au souverain marocain depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie almoravide, Mourabitine, première chose qu'elle a faite en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant marocain. ما من لنا يا طيبة عندك يا ترى إليها لنا يوما يكون وصول نقيل أرض مسها قدم الذي سحبت فوق السماء ذل ترى راحلا للعرش في بعض ليلة وعدا له بعد القبول قفول نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل. Ici, dans les confins du Sahara, dans les cités impériales, l'allégeance au roi est le pacte d'alliance qui a cimenté les diverses composantes du peuple marocain. Le sud marocain est chargé d'histoire. C'est de là que sont issues de prestigieuses dynasties marocaines, dont celle des Alaouites. Les Espagnols occupent le Sahara occidental que le Maroc revendique comme patrimoine. L'Espagne de Franco, qui s'apprêtait à le céder aux Marocains, fait volte-face dans les années 70 avec la découverte d'importants gisements de phosphate. Elle favorise la création d'un État indépendant sur le modèle des Émirats du Golfe, faible mais riche en ressources naturelles. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance de n'en avoir qu'un, nous aurions soudé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin, il restait le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son arrêt, répondant aux deux questions posées. Le Sahara est-il terre sans maître? Non, répond la Cour. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc? Oui, il existait des liens d'allégeance entre le Sahara et le Maroc.
La réclamation du Maroc est donc juridiquement fondée. Et le soir même, Sa Majesté Hassan II surprend le monde en prononçant son discours. Il ne nous reste donc, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Nous devons, cher peuple, agir dans l'ordre et la discipline, nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Tu dois prendre conscience de ce que représentent 350 000 citoyens, dont 10% de femmes. Car 350 000 personnes, dira le roi, c'est ce qu'il y a de naissance au Maroc. C'est la moisson d'une année. Hassan II, depuis des semaines, imaginait le moyen de reconquérir le Sahara. La guerre d'indépendance du Maroc doit être complétée. À l'instar du prophète, le souverain fait appel à son peuple pour qu'il marche, armé d'un étendard vert et du Coran, vers les confins sahariens. Venus des quatre coins du pays, volontaires descendent sur Tafaya, pèsent de leur présence sur l'occupant espagnol. Épopée des temps modernes, la marche verte a été une opération où la spontanéité patriotique s'est conjuguée à la stratégie et à la logistique. 7813 camions, 17 000 tonnes de nourriture, 23 000 tonnes d'eau ont rendu possible. La marche verte, en réalité, n'est pas l'idée d'un chef d'État. C'est l'idée d'un ancien manifestant qui a manifesté en 1944 comme tous les jeunes. Et je me suis dit, bon, on manifestait en 1944, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une manif, une grande manif, mais à l'échelon de 350 000 habitants. Et si les Marocains sont, les Marocains que je connaissais, si les fils sont dignes des pères, bien, il en mourra 100, il en mourra 150, mais les autres continueront. Mais je me suis dit par la suite, pourquoi exposer les gens à la mort? Envoyons-les avec le corps et le drapeau. Quel est ce sanguinaire qui osera tuer des hommes et des femmes complètement désarmés? Tu administres ainsi la preuve, une nouvelle fois, cher peuple, de ta capacité de te penser sans limite aucune, corps, âmes et biens. Ta patrie, tu sais sacrifier spontanément, jusqu'au réconfort d'être dans ton foyer. Si tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut. Invite-le sous ta tente à partager ton repas. Nous n'avons aucune inimitié à l'égard des Espagnols. Salue tout Espagnol que tu pourrais rencontrer, et si d'aventure il tire sur toi, poursuis ta marche, armé de ta seule foi, que rien ne l'aurait ébranlé. Le pari semble gagner. Les Espagnols n'ont pas tiré. Madrid est prête à concéder le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Hassan II vient de retrouver l'état de grâce qui a marqué le règne de son père. Le 6 novembre 1975, jour de marche verte, demeurera probablement la date la plus décisive de son règne. Dieu a voulu que la marche verte ait été inscrite dans l'histoire comme étant la marche la plus grande et la mieux réussie en l'histoire. Je ne pense pas qu'on ait fait marcher 350 000 hommes dans l'histoire de l'humanité.
Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche a réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud, j'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui. Si la marche verte avait... Excusez-moi, le quitter? Oui. Je n'avais plus je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes. Et quand je lis, je suis ému parce que je sais ce que c'est que quitter son pays. J'en ai été privé 2 ans et demi. Je connaissais l'attachement païen que j'ai pour ma terre, pour mon ciel, pour l'eau de mon pays, pour les plantes de mon pays. Mais j'avais envisagé de partir. La Constitution prévoyant le conseil de régence devant la minorité du prince hérité, j'avais pris décision de quitter mon pays. Et le lendemain, j'ai regardé mes arbres et mes montagnes et ma terre avec un tout autre œil. Excusez-moi l'émotion. Moi aussi, je suis ému à cette idée aussi. Enfin, grâce à Dieu, nous sommes là. Votre dernier mot en quittant ce pays, général, la télévision française. Su última palabra. La última palabra, pues nada, que muy bien, que estamos satisfechos, muy contentos de que todo haya salido tan bien y tener la atención. Les forces armées royales, sous la gouverne du général Glimi, s'installent. Glimi, originaire de la tribu des Ouled Glim, Sahraoui. Il aura affronté d'autres Sahraouis qui ont donné naissance au front de libération de la Sakia El Hara et du Rio de Oro, le Polisario. La reconquête pacifique cède le pas à la voie des armes. L'Algérie, discrète sur ses intentions jusqu'en octobre 1976, fait volte-face, soutient et arme le Polisario au nom du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est depuis 1973 que les soldats du Polisario se sont manifestés. Longtemps guides des troupes d'élite de toutes les armées qui ont occupé le Sahara, ils ont décidé de se battre pour leur propre compte. Les grands nomades du désert entendent ainsi faire reculer le Maroc et la Mauritanie et se donner un État. Le temps de la guérilla à dos de Chao est révolu. En février 1976, les dirigeants du Polisario répliquent à l'occupation du territoire par le Maroc et la Mauritanie en proclamant la fondation de la République arabe sahraoui démocratique. Par cette déclaration, le Polisario impose l'idée que les Sahraouis ne sont ni des nomades ou des réfugiés, mais un peuple qui lutte contre une occupation coloniale. Des deux côtés de la frontière, deux nationalismes s'affrontent, tandis qu'une guerre fratricide va opposer les Sahraouis. Au nord, comme au sud du Maroc, d'autres voix se font entendre. Dans les villes et villages, on pointe du doigt l'Algérie, poursuit la guerre des sables de 1963 par Polisario interposé. Un nouveau Katanga, s'exclament les Marocains, qui se rallient, quelle que soit leur obédience politique, derrière le roi. L'Algérie perdait toute crédibilité, la monarchie renforçait sa légitimité. En 1972 et en 1974, lors du sommet de Ligue arabe au Maroc, l'affaire du Sahara est venue
Et le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens, les Sahraouis, sont nos voisins, ce sont des musulmans, c'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines, que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est parti, à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. À faire jouer le premier plan du roi, qui consistait à avoir le Sahara, à pousser toutes ses forces, même les forces mobiles, civiles, toutes les forces, à avoir le Sahara et calmer tout et faire le fait accompli d'une façon très très rapide. Le Maroc entendait légitimer son occupation. Maintenant, cette occupation n'est plus légitime d'une façon définitive. Donc notre peuple pourra lutter le plus tard possible. Il gagnera, c'est sûr. Ce qui était clair, limpide, ce qui aurait dû être réglé bilatéralement entre le Maroc et l'Espagne, est devenu tout à coup, par une baguette magique, je dirais maléfique, un sujet dont on fait un cas de génocide, de massacre, d'expansionnisme, alors qu'en réalité, nous demandons que la restitution de ce qui nous appartient. L'escalade aura-t-elle une fin? La guerre meurtrière au Sahara divise le Maghreb et l'Afrique, exacerbe la tension et l'hostilité entre Algériens et Marocains, pourtant peuples frères soudés par l'islam, comme ailleurs dans l'interminable conflit irano-irakien. Toutes ces questions sont mises de côté, tant d'invoquer Allah, son prophète, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Dieu reconnaîtra les siens.